Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des thérapies psycholytiques. Alors, c'est quoi exactement ces thérapies psycholytiques qui au final sont des thérapies psychédéliques? Faut savoir que les psychédéliques ont commencé à être utilisés en psychothérapie dès 1949. Voilà, l'usage de psychédéliques par l'homme, c'est quelque chose qui remonte à des milliers, des dizaines de milliers d'années, voire peut-être beaucoup plus. Mais là, on va se focaliser sur ce qui est, entre guillemets, assez récent. Les thérapies psycholytiques, par contre, ont débarqué vers 1960 et principalement en Europe. Du coup, c'est quoi une thérapie psycholytique? C'est une thérapie qui va utiliser des psychédéliques à plus faible dose. Voilà. Il faut savoir que c'était surtout en Europe, en Amérique du Nord, c'était pas vraiment utilisé. C'est-à-dire en Amérique du Nord, ils allaient plus rechercher les expériences psychédéliques à haute dose, où on vivait une sorte d'expérience mystique totale, alors qu'au final, en Europe, il y avait un courant, celui-là, celui des thérapies psycholytiques, et il y avait quand même une trentaine de cliniques avec plus d'une centaine de thérapeutes ambulatoires. Voilà. Il faut savoir que la figure phare des thérapies psycholytiques, c'est Leonard Hans Karl, un Allemand qui au final, dans sa vie, aurait utilisé dans plus d'un millier de sessions les psychédéliques à un dosage dit psycholytique. Voilà. Et ce Hans Karl Leonner, plus tard, il a fait des recherches et il a travaillé sur le 2CD, ce qui est très intéressant parce que c'est une molécule de la famille des 2CX, voilà, X comme inconnu, du coup 2CB, 2CC, 2CP, 2CI, des nanana, 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 karata, tapata, teketa, et voilà. Du coup, c'est sur ça qu'on va se focaliser. Du coup, on va d'abord parler des différences entre une thérapie psycholytique, une thérapie psychédélique, en tout cas l'appellation de l'époque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va parler de comment ça a évolué, etc. et quels sont ses intérêts particuliers. Du coup, j'ai aussi écrit un article dessus sur Chemical Collective que je vous laisse dans la description. Voilà, du coup, il y aura toutes mes sources qui sont citées dessus, etc. Et c'est peut-être écrit d'une manière plus simple à lire qu'une vidéo. Chacun a sa préférence. Du coup, les différences. On va commencer par le dosage. Du coup, si on parle de LSD, une thérapie psycholytique, c'est quelque chose qui se situe entre 30 et 150 microgrammes. Voilà, du coup, on reste sur des doses qui sont entre le léger et le médium haut. Voilà. Ça, après, ça dépend de quelle valeur on parle. Il faut savoir que juste une expérience à 100 microgrammes pour un novice, c'est quelque chose de très déstabilisant. Mais c'est des doses qui restent quand même assez raisonnables. Je sais pas si c'est le terme idéal. On va dire que c'est dès qu'on dépasse un petit peu la limite de la microdose. La limite de la microdose, on va dire la limite haute est à 20-25 microgrammes de LSD. C'est quand on passe à 30 microgrammes. Voilà. Alors que pour les thérapies psychédéliques à l'époque, bah, ils utilisaient des doses entre 200 microgrammes et, attention, 800 microgrammes de LSD. Faut savoir que 800 microgrammes, c'est quelque chose de très élevé. Je me suis jamais approché ces doses-là. Et il faut savoir que il y a quand même eu des réactions assez problématiques chez certaines personnes à ces dosages-là, ce qui n'est pas surprenant. Après, on va dire que pour le LSD, il y a quand même des gens qui ont utilisé des dosages beaucoup plus élevés, de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de microgrammes. Du coup, je vous laisse juste ici ma vidéo sur le méga dosing qu'on appelait le thumbprint. Pourquoi le thumbprint? Parce qu'ils avaient de la poudre de LSD. Imaginez la puissance, hein. Le LSD, ça dose au microgramme. Genre la dose de LSD, tu peux pas vraiment la voir à l'œil nu, ce que tu prends. C'est pour ça que c'est une goutte sur un timbre, etc. Mais du coup, ils mettaient leur pouce dans la poudre de LSD, et puis c'est parti mon kiki. Dans une thérapie psycholytique, ce qu'on va chercher, c'est à renforcer la réaction émotionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir plus relâcher. Et d'une certaine manière, ça va adoucir les mécanismes de défense, les mécanismes de résistance. Et l'idée, c'est qu'on va vivre des expériences comme des régressions, c'est-à-dire repartir à l'âge où on a vécu un traumatisme. Et il y a aussi plein de souvenirs qui remontent dans ce genre d'expérience. Alors qu'une expérience psychédélique dans des doses plus fortes desquelles on a parlé, c'est plus une expérience où on va rechercher une sorte d'éveil mystique, quelque chose de très intense, une expérience d'extase totale, de bliss, une expérience de
mort de l'ego, de transcendance de la conscience humaine, de quelque chose de très profond qui est aussi appelé l'état de samadhi par les moines en Asie. C'est aussi un état de contemplation. On part voir un petit peu l'infini de loin. On va bien au-delà de sa personne. Les connexions, les interconnexions sont beaucoup plus profondes. Alors que dans une thérapie psycholytique, on reste un petit peu attaché à sa personne, mais d'une manière plus légère, ce qui va faciliter la psychothérapie, ou c'était aussi utilisé en psychoanalyse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est compréhensible, parce qu'à des doses très élevées, il y a des gens qui vont même pas parler, qui vont même pas communiquer. Ça veut dire l'intérêt du thérapeute, on va dire que le thérapeute n'a pas vraiment la même efficacité qu'à des doses plus légères, où au final le dialogue avec le thérapeute est facilité. C'est possible de faire tout ce qui est échange, etc., tout ce qui est partage avec le thérapeute d'une manière beaucoup plus fluide, parce qu'on a moins de barrières, on peut mieux explorer son esprit. Ce qui se passe avec les thérapies psycholytiques, c'est qu'on a une dissolution partielle de l'ego, qui n'est pas totale, mais cette dissolution partielle de l'ego permet de mieux nous voir avec une plus grande authenticité, une plus grande honnêteté. C'est vraiment pas facile d'être hypocrite avec soi-même ou les autres sous psychédéliques. C'est quelque chose qui nous met un petit peu en face à la réalité. En termes de fréquence, c'est pas du tout la même. Ça veut dire que les thérapies psycholytiques, les gens qui avaient affaire à ça, c'était utilisé en général entre 5 et 25 fois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utilisé plusieurs fois, c'est un processus progressif, où on enlève, imaginons un oignon, on enlève les couches une après les autres, en douceur, etc. En général, il y a pas trop de réactions négatives. Alors que pour les thérapies psychédéliques à haute dose, c'est plus une sorte de recherche de dissolution totale de l'ego, de tout vivre d'une manière très très intense, très très directe. Et c'est pour ça qu'en général, ces expériences à forte dose, ça se passait entre 1 et 3 fois. Voilà. Un chercheur très intéressant, Stanislav Grof, a recherché ces thérapies psycholytiques et psychédéliques et au final, il a trouvé que l'idéal, c'était une approche combinée, un entre-deux qu'il a appelé, écoutez bien, thérapie psychodélitique. Du coup, entre le psycholytique et le psychédélique. Parce qu'au final, il a remarqué que chez certains patients, certains dosages n'étaient pas adaptés. Ça veut dire que certains patients, si on prend par exemple l'exemple de patients psychotiques qui seraient par exemple schizophrènes, bipolaires ou autres, certaines doses n'étaient pas adaptées. C'est-à-dire partir dans de très grosses doses, ça allait être beaucoup trop intense pour la personne et ça pourrait déclencher des réactions qu'on ne veut pas et qui n'auraient pas un intérêt thérapeutique intéressant de cette manière. Ou en tout cas, ça serait beaucoup plus doux de le faire d'une manière psycholytique ou psychodélitique. Du coup, il y a le docteur Frédéric Fischer-Meckel, de laquelle je vous ai déjà parlé, je vous laisserai sa vidéo à la fin, qui, elle, elle a bossé avec Stanislav Grof, elle va utiliser, par exemple, pour le LSD, des doses entre 50 microgrammes et 250 microgrammes. Du coup, au final, on est dans le psycholytique et un peu dans ce qu'on appelait psychédélique à l'époque. Et l'idée, c'est que sur la dizaine, la vingtaine de séances ou plus qui allaient se passer, on faisait une montée progressive de la dose. C'est-à-dire une dose de débutant qui serait peut-être à 50 microgrammes ou même moins pour certains. Ça veut dire une personne qui vit une expérience à 50 microgrammes, la séance suivante, quelques semaines après, il vivrait une expérience à 75-80 microgrammes. Et ainsi de suite, avec une montée progressive, la personne peut s'habituer, la personne n'est pas forcément surprise, la personne, on est à une ère où le féminisme nous domine, on doit dire le personne. Pour la suite de cet exercice, je dirais le personne. J'espère que les femmes seront vexées. Le personne qui vit cela, le personne qui vit ceci, pardonnez-moi, va avoir une expérience qui va être de plus en plus profonde et pareil, les couches de l'oignon qui vont se défaire petit à petit.
Et ce qui est intéressant, c'est que le docteur Frédéric Fischer-Meckel, elle utilise les molécules en mélange. C'est-à-dire les molécules qu'elle a principalement utilisées, dont elle a parlé, c'est le LSD, la MDMA et le 2CB. Et elle parle beaucoup d'utiliser les mélanges entre ces molécules, car elles pourraient avoir un intérêt, on va dire, une combinaison, une synergie qui peut, par exemple, avoir vraiment ce que l'on veut. Par exemple, l'idée d'un candy flip qui est LSD plus MDMA, MDMA pris en général vers la moitié de l'expérience de l'LSD. Ce qui se passe, c'est que ça facilite la plongée dans les profondeurs de l'LSD qui peut faire un peu peur, qui peuvent être inquiétantes, justement parce que la MDMA, qui va inhiber la peur, qui va augmenter la sensation de bien-être, va nous permettre d'être dans un état plus serein pour se balader dans nos traumatismes. Voilà, en tout cas, moi, je suis un fervent adepte des mélanges. Je pense que justement, je ne suis pas un maximaliste. Ce qu'on appelle les maximalistes, c'est les gens qui vont prendre une seule molécule et qui vont dire oui, le LSD, faut prendre 400 à 500 microgrammes pour vraiment vivre le truc. La truc, désolé, on commence à compenser, pour vraiment vivre la truc. Et petite anecdote amusante qui a rien à voir, quand j'étais gosse, quand j'avais, je pense, j'étais en CE1, on lisait un livre à l'école qui était sur les Turcs. Et moi, j'ai lu tout le livre. Bon, après, c'est un petit livre de 20 pages. Dans ma tête, je lisais les trucs. Je me disais, comment ça, les trucs vont à la guerre? Comment ça, les trucs? Voilà, j'ai assez parlé de ma vie. On reprend le sérieux, ça ne vous gêne pas. Mais les mélanges peuvent avoir un intérêt très intéressant. Et au final, on n'ira jamais dans des doses très élevées dans les mélanges, vu que les molécules synergisent entre elles, avec une sorte de règle de 1 plus 1 égale 3. C'est une manière de dire que deux molécules ensemble, ça va pas être juste une addition, il va y avoir en plus une synergie qui va rajouter quelque chose. Et moi, personnellement, un mélange que je recherche énormément, c'est le Haliflip, qui est un mélange de LSD, MDMA et de CB, pris à la chaîne dans ce sens-là. Évidemment, ce n'est pas une incitation ou non à la consommation, je suis là pour vous informer. Et je pense que ce mélange a quelque chose de très complet de par le fait qu'on rentre dans la profondeur psychédélique avec l'LSD, qu'au final, la MDMA ou l'empathogène va nous permettre de plus facilement être relaxé et plonger dans la profondeur sans avoir peur, etc. Et le hic de ce mélange des deux qui est un candy flip, c'est souvent que ça se finit assez tôt et de manière abrupte et que ça aide pas forcément l'intégration et la descente. Du coup, le 2CB pris même à petite dose permet de continuer l'effet de la MDMA. Du coup, c'est quelque chose qui est connu dans le mélange Nexus Flip qui est MDMA suivi 2 heures, 2 heures et demie après de 2CB. Le 2CB permet de continuer les effets empathogènes de la MDMA et de donner une touche de psychédélisme et on va dire de pouvoir plus voyager dedans. C'est-à-dire que le 2CB, c'est quelque chose qui est très utilisé pour tout ce qui est psychosomatique, c'est-à-dire douleur physique, etc. Et après être parti dans les profondeurs et fin d'expérience psychédélique LSD, on replonge un peu dans son corps. C'est intéressant de pouvoir voyager dans son corps et aussi par la touche psychédélique qui revient dans son esprit, dans ces zones du cerveau qu'on aura un petit peu débloquées, de toutes ces portes qu'on avait cadenassées dans le déni d'expérience qu'on ne voulait pas voir parce qu'on s'en était dissocié de par le traumatisme et la douleur qu'on avait vécue. Et voilà, je vous laisserai à la fin ma playlist sur le Haliflip. Donc, pour moi, mon idée, en tout cas, c'est qu'une expérience psychédélique, je pense que tout le monde peut en profiter. Mais, pour en bénéficier, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre du dosage, de la préparation, etc. Ça veut dire que, on va dire des dosages qui restent dans le léger du psycholytique, 30-50 microgrammes. Je pense que la grande majeure partie des personnes fait dans les bonnes conditions pourraient avoir des expériences qui pourraient les aider avec le bon set and setting. Et le set and setting, ça veut dire comment se passe l'expérience, comment on a préparé l'expérience, comment on est dans son mindset. Pareil, je vous laisserai une vidéo dessus à la fin. Et c'est possible qu'une personne qui prenne une grosse dose avec la mauvaise préparation se mette en danger, vive une expérience très traumatisante, très choquante, qui va le perturber pendant une longue période. Et voilà. Et c'est pas quelque chose qui est voulu. C'est-à-dire, pour aller dans l'extrême, récemment, j'ai lu
J'ai lu une histoire d'un gosse qui avait 15 ans, qui a pris 28 grammes de champignons secs, ce qui est énorme. Bah évidemment, il a fait une grosse crise psychotique et actuellement, il peut pas dormir sans se réveiller en sueur la nuit, en faisant des cauchemars, etc. Et voilà. Et ce que je veux dire, autant Kilindi Iyi, qui est, on va dire, quelqu'un qui est parti très loin dans le milieu des psychédéliques, utilise des doses de 20, 30 et même 40 grammes de champignons, autant quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui débute, et là 15 ans, bon, clairement c'est beaucoup trop jeune, n'a pas d'intérêt et a beaucoup de risques de prendre une dose trop élevée, etc. Dans l'idée, c'est qu'une thérapie psycholytique, c'est quelque chose qu'on peut vivre beaucoup de fois dans sa vie. Comme on l'a vu, c'est pris 5 à 25 fois dans les thérapies qui ont été faites. Alors que les thérapies, alors qu'un usage psychédélique plus fort, c'est quelque chose qui doit être fait rarement. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma vie, je dois avoir plus d'une centaine d'expériences avec des substances psychédéliques. Mais franchement, des expériences avec des dosages qui sont dans le psychédélique fort, comme on parle, elles se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. Alors que bah, tout le reste des expériences, elles étaient à des dosages qui étaient plus légers, comme les dosages desquels on parle. L'idée, c'est qu'au final, justement, pourquoi le psychodélitique dont parle Stanislas Grof, c'est quelque chose de complet? Parce que il est intéressant d'avoir plusieurs expériences dans le milieu, dans la zone psycholytique, alors que les expériences psychédéliques, bien qu'elles soient d'une certaine manière incroyables, on va dire que c'est des expériences qui vont nous faire vivre une sorte de transcendance, une sorte de moment d'infini. Et ces expériences vont toujours laisser une marque en nous, une sorte de marque, de magie, une sorte de quelque chose qui est intrinsèquement lié à nos profondeurs et notre vérité spirituelle. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais je pense que vous avez saisi de quoi je parle. Alors qu'au final, avec une thérapie psycholytique, ce qu'on va vraiment garder, c'est pas forcément le souvenir de l'expérience. Une expérience psychédélique forte, on garde, on va dire d'une certaine manière, le souvenir de cette perte totale, de cette union avec l'univers, de quelque chose de très profond qu'on arrive à peine à... On a un cheveu sur le bout de la langue, la cheveu sur le bout de la langue. Et... Et une expérience psycholytique, ce qu'on va plus se rappeler, c'est le souvenir du processus en fait. Le processus qu'on a vécu, la libération des traumas, la catharsis en fait. Moi, les souvenirs que j'ai avec ces dosages qui sont moyens, c'est plus quand je vais à l'intérieur de moi, quand je vais par exemple méditer ou faire des exercices de respiration et voir les traumas qui ressurgissent. Parfois les laisser ressurgir, parfois creuser un peu. Et justement sentir des schémas mentaux qui remontent, des schémas nocifs, essayer de me comprendre, etc. C'est-à-dire, l'expérience en elle-même n'aura rien de particulièrement incroyable qu'on a déjà quelques expériences psychédéliques. Mais ce que je veux dire, c'est que le processus peut être vraiment intéressant. Et l'idée qu'au final, c'est qu'on rentre dans une ère où les psychothérapies avec l'usage de psychédéliques est en train de se répandre. C'est-à-dire, il y a déjà ça en Suisse, il y a ça aux États-Unis, je pense qu'il y a ça aussi aux Pays-Bas et je pense même en Jamaïque, si je me trompe pas. Et dans pas mal d'endroits, c'est vraiment en train de se répandre et dans les années qui sont en train de venir, je pense que ça va se répandre un peu partout dans le monde. Mais l'idée, c'est que la plupart des gens qui vont aller vers ça, probablement, l'intérêt qu'ils auraient, c'est vraiment de rester dans des doses psycholytiques, parce qu'on est dans une société qu'on peut considérer de malade, c'est-à-dire on n'a jamais été dans une société où le taux de suicide, de dépression a été aussi haut, avec des pourcentages énormes de gens qui sont sous benzodiazépines, antidépresseurs, antipsychotiques et toutes sortes de molécules de psychiatrie. La psychiatrie elle-même, elle est badante, elle est foirée. J'ai jamais ou très rarement croisé quelqu'un dans ma vie qui m'a dit que la psychiatrie actuelle l'a aidé, alors qu'il y a beaucoup de gens à qui ça a détruit leur vie. Et je pense que justement, on n'est pas dans une période où
les thérapies vraiment psychédéliques de forte dose peuvent être adaptées, ça risque plus de donner pas mal de mauvaises réactions et pas mal de gens qui vont vivre des choses négatives. C'est trop puissant pour un monde qui est autant centré sur l'ego, alors qu'une thérapie psycholytique qui va faciliter grandement la psychothérapie et la psychoanalyse aussi, c'est utilisé pour ça, va permettre de vraiment approfondir grandement l'échange avec un thérapeute. Moi, mon avis personnel, c'est que la psychothérapie actuelle, j'avoue que j'ai pas forcément de grande expérience ou connaissances dans le domaine, mais j'en ai des petites. J'ai pas l'impression qu'elle est vraiment hyper efficace et on dit souvent, c'est souvent utilisé quand on parle d'ayahuasca, etc. Genre, waouh, l'ayahuasca, le LSD, une expérience, c'est comme 10 ans de thérapie. Je pense que c'est un petit peu forcé, mais ce que je veux dire, c'est que plusieurs expériences psycholytiques avec un thérapeute qui serait qualifié, et je pense qu'au final, on est dans un monde où on se pose encore la question, est-ce que le thérapeute qui fait une thérapie psychédélique, psycholytique doit lui-même avoir testé des psychédéliques? Pour moi, oui. Oui, c'est clair et net. Tu vas pas passer un truc à quelqu'un que tu prends pas. On n'est pas dans la psychiatrie où tu vas passer à quelqu'un un benzo, mais toi, tu n'en as pas besoin parce que tu pètes pas un câble. On est dans quelque chose où faut comprendre le mécanisme. Et tous les gens qui ont testé les psychédéliques pour la première fois, ils ont vraiment une sorte de waouh, mais c'est ça en fait. On peut pas, avec des mots, expliquer ce que c'est. Alors, je pense que ça va clairement faciliter la transition de l'humanité vers une nouvelle ère qui sera plus en connexion avec l'humain, plus en connexion avec le spirituel, plus en connexion avec les profondeurs, avec l'échange, plutôt qu'un monde capitaliste et froid. Et ça va être une sorte de renaissance, la renaissance psycholytique. Ça va être quelque chose qui va être plus doux, plus transitoire, mais au final plus efficace. Plus efficace sur la durée. Et il y a grave moyen que ça ait un grand impact sur le monde de demain. Voilà. Et je pense que vraiment les échanges peuvent être très très intéressants. Moi, de mon expérience quand j'étais avec des individus, de l'individu, qui prenaient des doses, on va dire, dans le psycholytique, c'était plutôt des échanges verbaux. C'est-à-dire la personne va me parler d'un trauma, la personne va parler de quelque chose qu'elle a vécu, une expérience douloureuse, de problèmes familiaux, etc. C'est plus une libération chez la personne, des blocages, etc. qui sont en train de se défaire. Mais les fois où j'ai été avec le individu qui prenait une forte dose de psychédélique, l'échange n'était pas vraiment verbal, c'était quelque chose de beaucoup plus énergétique, de beaucoup plus profond. Je me rappelle une expérience où un proche à moi avait pris des doses quand même assez fortes. C'était, je pense, 150 microgrammes d'LSD avec, je pense, près de 200 mg de 6-APB succinate, ce qui est très élevé, et 105 mg de 2CC. Alors que 105 mg de 2CC, on est dans le heavy tout seul, c'est une expérience de malade. Alors par-dessus ça, l'expérience qu'il avait vécue, à un moment, il était complètement détaché et perdu. J'avais vraiment l'impression, le ressenti, c'est que mon corps, mes mouvements de corps, étaient contrôlés par ces impulsions neuronales. J'avais l'impression de me retrouver dans une danse où j'étais en train de dénouer tous ces nœuds mentaux. Et c'est ce genre d'expérience qu'il est impossible de mettre dans un cadre. Encore une expérience psycholytique, voilà, on va parler de ça, on va parler de la personne, du rejet, de la projection. On peut s'attendre un petit peu à un échange qu'on peut cadrer. Alors qu'avec des expériences très profondes, faut vraiment partir avec le feeling. On rentre dans le chamanique, dans le transcendantal. Quand moi je suis resté quasiment 1 heure en train de danser avec ces impulsions neuronales qui me faisaient danser, et moi-même j'avais consommé une dose de psychédélique mais beaucoup plus légère que la sienne, je sentais vraiment que c'était une sorte de travail de l'âme et pas quelque chose qui était, on va dire, je vais pas appeler ça superficiel, ce qui est dans le psycholytique, mais qui est, on va dire, dans le profond
de la forme de l'ego. On va dire c'est l'identité. Alors que quand on va dans les dosages plus profonds, on est dans une sorte de libération de l'identité, dans la transcendance de l'âme. Et dans ce genre d'expérience, il faut vraiment avoir la capacité de sortir du cadre, de vraiment être purement dans l'intuition, dans l'âme et de complètement partir dans ça. Et ça, je pense que ça viendra quand même, je pense que ça existe déjà au niveau des chamans, etc. Mais ce que je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui viendra et qui se popularisera bien après le fait que les thérapies psycholytiques, elles se soient vraiment partagées. Et j'ai plus l'impression que ça viendra pas on va dire des administrations. On va dire, c'est pas quelque chose qui va venir plus de quelque chose organisé, légalisé cadré par le gouvernement. Ça va plus être un petit peu intuitif chez les gens qui ont, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu des capacités, je sais pas si c'est les bons termes, mais des capacités chamaniques, des capacités de transcendance, des capacités d'aider l'autre dans ce genre d'expérience. C'est-à-dire, je me rappelle une expérience que j'avais vécue avec mon ami Zav le Brave. C'était quand même une sorte c'était un Heichmeich flip, du coup 2CE, LSD et MDMA. Et c'était une expérience qui était à partir d'un moment, dans une sorte de transcendance où vraiment, genre, je me rappelle, genre, on quittait le temps. Et je me rappelle, genre, je touchais avec mon doigt, genre, son troisième œil. Et c'est vraiment, il s'évanouissait sur moi. Je le posais sur son lit, il se réveillait 5 minutes en mode what the fuck. Et puis, il repartait, on va dire, dans son identité. Et puis, à chaque fois, c'est comme si je le relançais dans la profondeur. Vraiment, j'ai jamais vécu ça à part cette expérience, mais vraiment, je le touchais là. Il faisait un blackout de 5 minutes. Et pas j'appuyais, genre, ah, ton cerveau, genre, je touchais. Et à la fin, ça lui a permis de vraiment vivre une expérience de mort de l'ego où il devait accepter de mourir. Je me disais, oui, je veux pas mourir et tout. Moi, je lui disais, t'inquiète, tu vas revenir, etc. Et c'est quelque chose c'est des expériences cosmiques qui, pour moi, n'ont pas forcément leur place dans quelque chose de cadré. Et je pense même que ces expériences, c'est l'essence même de ce que les psychédéliques ont à nous apporter. Mais dans un monde qui a beaucoup de retard sur les psychédéliques, enfin, un monde, tu vois, je compare la Terre à quoi? À XV36 sur la galaxie 12Y, non, c'est 13Y. Bref, je me perds des autres planètes jumelles d'un autre. Mais voilà, je pense que, on va dire, en termes de population générale, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'il y a déjà certaines personnes, bien sûr, qui sont arrivées. Voilà, du coup, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de l'expérience. Du coup, pour résumer ça facilement, les expériences psycholytiques, c'est pour faciliter les interactions avec le thérapeute et avoir une dissolution partielle de l'ego, des barrières, de l'identité, qui permet un meilleur échange avec le thérapeute. Ou même, je pense que ça peut être aussi utilisé, je pense, sans thérapeute ou dans d'autres conditions, etc. Et, euh, et je pense que les expériences psychédéliques ont un intérêt qui potentiellement est encore plus grand, mais on va dire à un accès qui n'est pas forcément idéal pour la grande majorité des personnes. Voilà, voilà, c'était nuit. N'oubliez pas qu'il y a mon article dans la description et je vous laisse juste ici les vidéos dont je vous ai parlé avec la playlist sur le Haliflip qui est le mélange sur lequel je taffe parce que je suis convaincu que ce mélange a quelque chose d'incroyable et vous allez voir les amis, je suis convaincu au fond de mon cœur que ça va être quelque chose de fou dans le futur. Hasta la vista!